Salut Hugo. Bonjour Mickaël. Bienvenue dans Click. Donc Click, c'est le podcast qui s'adresse aux éditeurs de médias. Merci Hugo d'avoir accepté de participer. Quand j'ai découvert ton site, donc c'était dans le cadre de Linkaway. Donc tu es un utilisateur du SaaS que j'ai lancé, Linkaway, qui sert à monétiser les liens, de mettre en place des campagnes avec ses annonceurs au CPC très facilement. Et quand j'ai vu ton site, j'ai trouvé qu'il cochait un peu toutes les cases. Tu fais tout assez bien en fait. Tu as la technique, tu as le SEO, tu gères les réseaux sociaux, tu as une newsletter, tu fais des tests, tu fais du contenu. Et je me disais que du coup, tu étais un bon premier invité. Merci de te joindre à nous. Merci pour l'invitation pour ce premier épisode et ravi de pouvoir échanger avec toi pendant au moins une bonne heure, je pense. Ouais, pour en dire un peu plus sur toi, donc toi, tu as créé le site Gravel Passion. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Déjà, en fait, avant Ouais, de te connaître, j'avais jamais entendu le mot Gravel. Donc, il va falloir m'expliquer ton site, mais aussi le Gravel de manière générale. ouais. Donc en fait, le gravel, c'est hyper niché. C'est une discipline qui est à mi-chemin entre le vélo de route et le VTT, deux disciplines que les gens connaissent un peu mieux. Et c'est les avantages de chacune de ces disciplines sans les inconvénients. C'est-à-dire, c'est une discipline où on va aller faire du chemin, de la route, avec un seul et même vélo, mais sans avoir les contraintes d'un VTT qui va être trop lourd et du coup trop pâteau, trop difficile à emmener sur la route, et sans les contraintes d'un vélo de route qui aura souvent des pneus trop fins et qui du coup ne sera pas agréable sur des chemins un peu plus techniques. Donc le gravel, ça reprend une géométrie un peu plus d'un vélo de route, donc avec un cintre courbé, le cintre de course, mais avec un passage de pneus un peu plus large. Là, globalement, c'est une discipline qui vient des États-Unis, qui existe là-bas depuis 10-12 ans, un peu plus, ouais, 12 ans, et qui est arrivée en France un peu avant le Covid, mais qui a surtout explosé avec le Covid, quand les gens ont eu besoin de retrouver un peu de la liberté. Le vélo a explosé en général, le vélo électrique, le VAE, les déplacements, le vélo taf. Et là-dedans, le gravel a aussi explosé parce que du coup, c'est le vélo qui est apparu pour voyager, pour aller au travail avec, pour faire des sorties un peu plus sportives entre copains le week-end. Bref, c'est le vélo qui a résumé un peu toutes les disciplines en une seule, quoi. Ok, et du coup, avant de parler du site en particulier, donc toi, tu as décidé de lancer un média dédié au gravel, donc qui est une sous-catégorie du vélo. Et quand je vois tes chiffres, je me dis que c'est intéressant de lancer un média ultra niche, parce que si j'avais jamais entendu parler du gravel, c'est que ça reste une niche pour l'instant, Bien certainement. sûr. Il est quand même possible de faire un revenu et un trafic conséquent sur un thème hyper niche. Oui, c'est possible. Je pense que ça nécessite qu'il y aura peu de place sur le marché, ça c'est clair. Ça reste sûrement aussi plafonné. Voilà, on n'est pas sur des thématiques comme le dating, la séduction. Donc, très clairement, ça sera plafonné. L'intérêt, ouais, je pense qu'être vraiment niché sur une sous-thématique aujourd'hui m'a permis deux choses. Quand je l'ai lancé le média en 2021, déjà, il n'y avait rien qui existait. C'est-à-dire qu'il y avait des médias typés route ou typés VTT qui abordaient le gravel, mais il n'y avait aucun média dédié. Donc déjà, en lançant vraiment un média dédié sur le plan du SEO, ça a été rapidement une force parce que ça a montré à Google qu'on était vraiment niché à 100% là-dedans et ça a rapidement pris. Et surtout, il y avait un peu des médias qui traitaient de l'actu chaude, mais personne ne faisait du contenu froid sur cette thématique. Donc je me suis dit pourquoi pas. À l'époque, le marché était beaucoup plus petit aussi qu'aujourd'hui, donc les chiffres sont en croissance parce que le site explose, mais aussi parce que le marché explose. Et je pense qu'on va arriver bientôt à un plafond sur ce marché. Quand il y a une courbe, quand un marché, il y a toujours une courbe, il va y avoir une courbe de croissance, à un moment ça va plafonner, puis après une décroissance. Et je pense qu'on est bientôt au moment où on va arriver sur le plateau. Voilà, il y a un peu le vélo, on pourra en reparler, mais est un marché qui vit une période très très difficile. Après l'explosion post-Covid, c'est un peu la retombée. Beaucoup de marques mettent la clé sous la porte pour diverses raisons, mais en gros, il y a eu beaucoup de surstock, beaucoup moins de demandes aujourd'hui pour une offre qui est beaucoup conséquente parce qu'il y a du stock. Donc, beaucoup de boîtes qui ont des problèmes, des difficultés. Donc, le marché du vélo retombe. C'est pour ça que je pense que le gravel va arriver un peu sur ces années, sur ces belles années, mais il y a encore moyen de surfer pendant quelques temps là-dessus parce que c'est une discipline qui a tellement convaincu de personnes que ça va pas non plus retomber comme ça, quoi. Ok, raconte-moi à quel moment tu as décidé de lancer ton média dédié et comment tu es passé de quelque chose que tu lances dans ton coin à un site qui représente ton activité principale aujourd'hui. Ouais. Alors moi déjà je suis un passionné de sport. Donc, depuis la moitié de ma vie que je fais du sport et notamment du vélo. Donc je faisais du vélo de route et j'ai découvert le gravel en 2015. Donc à l'époque j'étais précurseur, hein. Tous mes copains en club ils se foutaient, ils rigolaient un peu de moi parce que c'était dans les coursiers. Et puis quand tu venais avec un vélo qui était au début un peu plus, qui représentait un peu plus, tu vois, le papy quoi. C'est ce qu'on appelle le cyclo sportif. Mais j'ai pas du tout lancé le média tout de suite parce que bon déjà en 2015 j'étais encore jeune, mais j'avais pas du tout encore cette connaissance là.
J'ai rapidement eu des activités sur le web, j'ai travaillé pour d'autres médias, notamment dans le sport. Et donc, c'est seulement en 2021, tu vois, je sortais d'une sortie vélo et j'ai roulé avec un gars et pendant 2 heures, je l'ai saoulé sur le gravel. Je pense qu'à la fin, il est rentré chez lui, il a acheté un gravel. Et je me suis dit, le fait d'avoir convaincu aujourd'hui une personne, qu'est-ce qui m'empêche d'en convaincre des milliers que c'est le vélo idéal pour les sportifs. Et donc, dès que je suis rentré, j'ai lancé le site, je me suis fixé une deadline en disant, on était fin juin, je me suis dit le 7 juillet, je veux que le site y sorte. Et donc, j'ai sorti le site avec ses premiers contenus le 7 juillet. Au début, bien sûr, j'ai mis quelques mois avant d'en tirer les premiers revenus, donc c'était pas du tout mon activité principale. Et au bout d'un an, c'est devenu mon activité à temps plein. Ouais, au début, quand t'as pas de lecteur et que tu lances un site, c'est un peu déprimant en fait. C'est-à-dire que t'écris pour toi-même, t'as personne qui te lit, C'est donc déprimant. tu gardes la motivation à ce moment-là. C'est déprimant, surtout qu'au début, tu peux pas. Tout ce qui est outils des SEO, etc., on est tellement sur une petite niche que c'est même pas fiable. Tu sais pas vraiment les intentions de recherche non plus. Donc au début, tu écris un peu sur ce que tu as envie d'écrire. Donc tu as testé un dernier vélo parce que tu l'as, ce vélo-là, en fait, c'est ton vélo, donc tu vas sortir le test. Tu as eu 2-3 questions sur un sujet, bah, tu vas en fait rédiger toi-même le guide parce que tu n'as pas trouvé les réponses à tes questions. Donc ça vient comme ça petit à petit. Et puis tu as quitté premier 100, 200, 300 premiers visiteurs mensuels. Puis après, la machine, elle a rapidement pris. Même si au final, donc moi j'ai lancé le site en juillet, le vélo reste quand même saisonnier. C'est-à-dire, beaucoup de gens vont faire du vélo au jour et dès qu'il fait froid comme en ce moment, ils vont ranger le vélo. Donc la croissance pendant l'hiver n'a pas été énorme. Et c'est, on va dire, vraiment printemps 2022 que là, j'ai vu que ça prenait une belle courbe et qu'il y avait moyen de faire de belles choses là-dedans, quoi. Ouais, non, t'as raison. Mon vélo, il est dans ma cabane, dans le jardin souvent. Il fait moins 3 degrés dehors. Et du coup, comment tu les trouves, ces 300 premiers visiteurs? Parce que, enfin, ils viennent pas tout seuls, faut faire parler de soi. Donc, t'as deux méthodes finalement. T'as le SEO ou le bouche à oreille. C'est quoi qui fonctionne pour toi? Bah, dans un premier temps, on a souvent un gros défaut quand on lance un projet, c'est qu'on n'en parle même pas à notre entourage. Je sais pas pourquoi, mais on a ce biais où on va même pas matraquer notre compte Facebook ou nos différents profils personnels pour aller dire aux gens, eh oh, regardez, je viens de lancer un truc, alors qu'on a des gens, notamment, qui sont censés être proches de notre thématique, tu vois, des copains et tout. Donc c'est même pas par le bouche à oreille, ça a vraiment été par le SEO. Un petit peu des trucs à l'ancienne, mais tu vois, dès que je poste un article, j'allais dans des groupes Facebook spécialisés et tu mets ton lien un peu à l'ancienne, tu vois, mais à l'époque, ça marchait un petit peu, tu récoltais tes premiers visiteurs comme ça, vraiment à la main, quoi. Et après, c'est le SEO qui a déclenché la machine, très clairement. Ok. Ouais, aujourd'hui, le SEO, c'est quel pourcentage de ton trafic? Alors aujourd'hui, je fais tout pour que ce pourcentage diminue, donc pas en volume, mais en pourcentage. Mais pendant longtemps, ça a été 90-92% du trafic. Et tes stats aujourd'hui, c'est quoi, du coup, au niveau trafic et au niveau revenu pour ton activité? Aujourd'hui, en 2024, on a fait un peu plus d'1 million de visiteurs uniques. Donc 1,2 visiteurs en tout, 1,2 million. Globalement, ça fait 110 000 visiteurs par mois, mais comme je te dis, c'est légèrement saisonnier. Donc là, tu vois, on est quand même dans une période creuse, ça va reprendre en mars. Et niveau chiffre d'affaires, on a fait un peu plus de 100 000 euros cette année, en Pas 2024. mal, hein, de dépasser les 100 000 euros en quoi? En En 5 ans? 3 ans, ouais, 3 ans? en 3 ans. En fait, il est tout jeune ton site et tu as réussi à atteindre ce niveau en très peu de temps. Ouais, c'est en 2024 où ça a été assez exponentiel. Globalement, il y a eu, on va dire, 3 exercices pleins avec 2022, 2023, 2024. Et de mémoire, ça a dû faire la première année 20-25, après 60 et 100 000 cette année, quoi. Et quand tu dis que tu veux réduire ta dépendance au SEO, parce qu'on va en parler tout à l'heure du SEO, mais clairement, on est dans un moment charnière dans le domaine du SEO, avec plein de changements, et c'est que le début, je pense que 2025, on va en voir encore plus. C'est quoi tes stratégies pour te diversifier en termes de sources de trafic? Oui, alors même si je reste assez confiant, je pense qu'on pourra en reparler sur le SEO. J'essaye de me diversifier juste parce que je pense qu'il y a d'autres sources ailleurs qui peuvent être intéressantes. Ma principale autre source, ça va être en fait la communauté. Donc nous, elle est principalement via une base email et derrière un forum privé. Donc ça qui va driver derrière du trafic vers le site. Ensuite, on a un petit peu les réseaux sociaux et un petit peu la chaîne YouTube, mais ça n'a jamais été des canaux qu'on a développés au maximum de leur potentiel. Donc c'est vraiment sous-représentatif aujourd'hui. Ok, quand tu dis que vous avez un forum privé, c'est une communauté payante ou c'est une communauté gratuite pour tes utilisateurs? Gratuite. On pourrait y revenir tout à l'heure dans le business model, mais je suis clairement dans une thématique trop lifestyle, trop passion et trop petite pour faire payer l'utilisateur. C'est pour ça que 100% des contenus sont gratuits sur le site. En tout cas, dans l'aspect, tu vois, portail et contenu payant, dans ma thématique, ça ne pourra pas fonctionner. Il y en a qui ont essayé
et tu fais payer, je sais pas, un abonnement de 10 € par mois, mais tu n'auras jamais assez de volume pour que ça soit intéressant. Et donc, en fait, c'est un Discord privé, cette partie forum. T'as combien de membres sur ton Discord? Alors, dans la base email, on est 9000. Et en fait, tu reçois une invitation privée derrière en fonction du pourcentage d'interaction avec les emails pour vraiment filtrer et avoir que la crème de la crème dans le Discord. Et donc, aujourd'hui, on a un peu plus de 1000 personnes dans le Discord. Ouais. Donc ça doit pas mal échanger du coup sur le Discord avec Ouais, les ça échange pas mal, même si, bon, comme toute communauté, c'est vraiment un noyau dur de personnes. Mais globalement, en plus, on met un peu de gamification, tu vois, où je récompense tous les mois les meilleurs contributeurs. Et globalement, tu vois, ouais, ils passent à peu près entre 300 et 400 minutes par mois dans le Discord. Donc tu dis, ouais, c'est quand même assez important. Et du coup, si tu fais pas payer ta communauté, comment tu arrives à un tel chiffre, donc de plus de 100 000 € de chiffre d'affaires annuel? Comment ça se... Alors, Quelles sont les sources de revenus? ouais, en effet, on a différents piliers et sources de revenus. On va faire un petit peu payer la communauté, mais pas sur le contenu. On va la faire payer sur principalement 2 leviers. L'infoproduit, où on propose des plans d'entraînement pour réussir, par exemple, mon premier 100 km, mon premier 200 km. Donc ça, c'est un premier levier. On va avoir un petit peu de merchandising. Donc on a nos propres tenues, nos propres goodies en lien avec le vélo. Plus récemment, il y a le livre. J'ai sorti un livre sur la thématique. Donc un livre broché. Ça fait un levier supplémentaire. Et c'est les trois où on fait vraiment payer l'utilisateur. Derrière, l'autre levier un peu plus connu dans la partie média, c'est l'affiliation, qui est assez intéressante chez nous. Et derrière, le dernier, c'est la sponsorisation avec les marques. Bon, c'est un truc que j'ai remarqué aussi sur ton site, en effet, une partie boutique. Oui. C'est assez rare de voir ça sur les médias. Je l'ai pas vu beaucoup. Je pense que c'est assez lourd à gérer parce que tu dois gérer un stock, tu dois gérer des envois, tu dois gérer du SAV, à moins que tu fasses du dropshipping, je sais pas. Alors, on ne fait pas de dropshipping. Est-ce que ça en vaut la peine, en fait, d'avoir une boutique et d'avoir toutes les complexités liées à une boutique en ligne quand tu as un média par rapport aux revenus que ça peut t'apporter? Ouais. Bon, sur la tech, ça a été un point négatif qui a été rapidement gommé parce que pour la partie boutique, j'ai mis un Shopify en place et c'est tellement intuitif, tellement simple que oui, ça représente un petit coût, mais niveau tech, déjà, c'est nickel là-dessus. Et après, c'est plutôt la partie logistique, c'est-à-dire que oui, c'est moi qui gère moi-même l'expédition des colis, ça prend un peu de temps, surtout que par exemple, les tenues, c'est souvent des pics, tu vois, par exemple, au moment des précommandes, donc tu vas te prendre un flot de commandes à ce moment-là. Mais je pense que ça en vaut la chandelle parce que, tu vois, par exemple, pour l'histoire des tenues, moi, je l'ai fait surtout, tu le fais pas pour le bénéfice. Oui, ça fait du CA, mais au final, ça fait très peu de bénéfices si tu regardes le temps passé. C'est ça, quand on dit 600 000 € de chiffre d'affaires, voilà, faut aussi regarder le bénéfice derrière. Et sur cette partie, justement, merchandising, c'est pas hyper intéressant. Par contre, tu vois, quelqu'un qui va porter notre tenue Gravel Passion, derrière, il va faire en moyenne entre 3 et 4 épreuves en France par an. Et donc, il va afficher ta tenue en moyenne entre 3 et 4 fois par an. Si tu as équipé 100 personnes avec ta tenue, globalement, ça fait un nombre d'épreuves où Gravel Passion sera présent sans avoir dépensé 1 € en marketing, qui est assez intéressant pour être présent physiquement et représenter le média. Donc ça, moi, je l'ai fait là-dessus, versus payer, sponsoriser une épreuve gravel. Eh bien, je préfère plutôt que ce soit des ambassadeurs qui portent l'image Gravel Passion. Ouais, finalement, tu es payé pour avoir des sponsors qui sont sur les... Entre guillemets, c'est ça. Et les gens, tu vois, s'ils trouvent la tenue sympa et tout, on a souvent des messages où ils sont fiers en fait de porter ta tenue, quoi. Surtout qu'on on essaye de faire des tenues où c'est pas des panneaux publicitaires, tu vois, on n'a pas envie que ce soit des hommes sandwich. Donc au final, la partie marque, elle est très peu présente sur la tenue, mais justement, c'est ça qui attire, tu vois. Du coup, donc, tu es tout seul sur cette activité aujourd'hui? Oui, je suis tout seul dans la société et après, j'ai une freelance qui m'accompagne quasiment au quotidien et j'ai quelques contributeurs pour la partie rédaction. Comment tu fais tout seul pour gérer donc à la fois la partie technique, le contenu, la boutique, les communautés, les réseaux sociaux? J'ai vu que tu faisais les vidéos sur YouTube, sur TikTok, une newsletter que tu viens de lancer. Tu fais quoi? Tu dors pas ou... Sur la partie, alors c'est pour ça qu'on ne peut pas être partout, il faut bien choisir ses combats. Alors après, je pense qu'on a un point commun, c'est qu'on essaye aussi tous les deux de bien optimiser nos process. Et j'ai beaucoup d'intérêt pour tout ce qui est productivité. Donc ça, là-dessus, j'essaye déjà d'être le meilleur possible. Et après, au final, la charge de travail, elle n'est pas si conséquente. Parce qu'on a rapidement fait des choix où on va privilégier la qualité à la quantité. Et par exemple, pour tout ce qui est contenu, c'est là où on se détache un petit peu d'un pur site média. C'est-à-dire qu'on traite très peu l'actu chaude. Et du coup, on sort peu de contenu par semaine. Par contre, ils sont très denses et plutôt de qualité. Après, l'autre partie qui prend un peu de temps, c'est la partie newsletter au sein de Gravel Passion. Donc ça, c'est depuis 3 ans, il y a eu
au moins une newsletter par semaine. C'est vraiment la tâche que je suis obligé de faire dans ma semaine parce que c'est celle de ma communauté et j'ai pas envie de les décevoir et c'est aussi une petite pression que je me mets à moi-même. Eux, ils m'attendent pas toujours, mais moi, j'ai envie qu'à 19h le samedi, ils aient leur email. Et après, globalement, ça tourne, quoi. Après, c'est beaucoup d'optimisation, un peu de technique avec le site, mais une fois bien organisé, il reste encore un peu de temps. L'intérêt pour toi d'une newsletter par rapport à ton site sur lesquels tes utilisateurs viennent, c'est quoi? Qu'est-ce que ça t'apporte en plus? Alors, ça m'apporte en plus que ça crée vraiment un cœur de communauté qui est très fidèle. On le sait aujourd'hui, le souci des sites médias, c'est que la plupart des utilisateurs ne vont pas revenir sur ce site parce qu'ils auront lu la news via un Google Discover ou via une recherche SEO et ils vont pas toujours y revenir. Et quand même, le fait de récolter l'email, voilà. Je vends pas des maillots à des gens qui me connaissent pas et qui sont une fois sur le site. Je vends des maillots à des gens qui sont abonnés à ma newsletter. C'est la grosse différence. Quand tu fais un lancement pour un nouveau plan d'entraînement, c'est à ta newsletter que tu vends le plan d'entraînement, quoi, principalement. Donc, c'est quand même aujourd'hui ma principale force sur mon média, c'est ma newsletter. Et c'est vraiment un point qui me différencie aussi beaucoup des confrères, quoi. Je reviens sur ce que tu m'as dit aussi sur le contenu chaud vs contenu froid. Perso, je suis à 100% aligné avec toi sur mes médias. J'ai toujours focalisé à 100% mes efforts sur le contenu froid parce que pour moi, créer un contenu qui va mourir la semaine suivante, ça en vaut pas l'effort. Ouais, c'est ça. Ça ne vaut pas les quelques ventes que tu vas faire qui sont associées. Alors peut-être pour un très gros site avec des volumes gigantesques, ça en vaut la peine. Mais pour un site comme le tien ou les miens, euh, faire de l'actualité toutes les semaines, c'est juste s'épuiser pour des résultats qui sont très temporaires. Donc, je préfère, tu vois, faire un article de fond sur un sujet sur lequel je sais qu'il y a de la recherche pendant des mois, voire des années, et savoir que, tu vois, je fais des vrais efforts, mais que derrière, je vais en récolter les fruits pendant très longtemps, plutôt que faire des actus de manière constante qui vont finalement prendre tout mon temps pour repartir à zéro tous les mois, quoi. Exactement. Et aussi la chose où je voulais pas être dépendant de mon contenu et écrire de l'actu chaude, bon, bah, t'as envie de partir en week-end, mais tu sais qu'il va y avoir une marque qui va sortir telle nouveauté, t'es quand même dépendant, quoi. T'es obligé d'être là derrière ton PC, c'est à qui va sortir le premier l'actu pour espérer percer sur les réseaux, etc. Là où mon contenu froid, je peux le programmer suffisamment tôt en amont. Et après, ce que j'aime bien dans la partie contenu froid, c'est justement de mettre à jour aussi au fil des années, au fil des mois, les guides. Et au final, on crée peut-être peu de contenu, par contre, on les met à jour constamment, quoi. Au moins, chaque contenu est au moins mis à jour tous les 6 mois. Donc, Ouais, ça je me dis, permet qu'il dure dans le temps. tu dois avoir une dizaine d'articles sur ton site qui génèrent une part hyper importante de ton trafic, non? Ouais, ça reste la loi des 20-80, ouais, clairement. Et du coup, justement, en termes de contenu, on l'a vu aujourd'hui encore, une part gigantesque de ton trafic sur le SEO. C'est quoi ton approche pour le SEO? C'est quoi ta stratégie? Quels outils tu utilises? Ouais. Alors, j'ai pas de stratégie Black Hat, etc. Je pense que je peux me permettre de pas en avoir parce que je suis dans une thématique où le volume de façon est trop faible. Et du coup, il y a de la concurrence, mais ça reste du SEO assez simple. Et du coup, ma devise, c'est juste respecter l'utilisateur, essayer de comprendre le plus possible son intention de recherche et faire un contenu qui sera le plus de qualité possible pour l'utilisateur. Et globalement, derrière, il se positionne relativement bien d'un point de vue SEO grâce à ça, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi sur. T'as des gens qui overcomplexifient un peu le SEO. Déjà, pour moi, la première clé, c'est le search intent. L'intention de recherche, c'est vraiment le truc. Si t'as pas commencé par travailler par là, tu n'arriveras pas à faire un article qui rentre. Le premier truc, c'est qu'est-ce que les gens tapent dans Google. Exactement. Tu te trouves un mot-clé que les gens tapent dans Google, et après, il y a vraiment, avant même de te poser la question de quel sujet tu vas traiter ou autre, il faut vraiment fermer les yeux et te dire, quelqu'un qui tape cette recherche, qu'est-ce qu'elle veut trouver? Tu vois, quelle est l'intention derrière? Par exemple, quelqu'un qui tape, je sais pas, le nom d'un vélo gravel, est-ce qu'il veut l'acheter? Est-ce qu'il veut une review? Donc pour ça, il faut à la fois analyser le SERP, donc les résultats de recherche, mais aussi vraiment te poser la question, si moi je tapais ça, quelles informations j'aimerais bien trouver? Et après, faire le contenu le plus complet possible sur le sujet et essayer d'être meilleur que les autres. Et pour moi, le SEO, ça se résume à ça. Peu importe le nombre de mots-clés que tu mets dans ton article, les Ouais. H2, H3 et autres, c'est toujours important pour donner une petite indication à Google. Et ça va se faire Mais automatiquement aussi parce que ton contenu, s'il est vraiment centré sur la requête, ça va se faire quasiment naturellement. Tu n'as pas besoin de le suroptimiser. Et après, ce que je vois aussi, c'est plus tu es niché et plus tu deviens expert dans une thématique, plus je conseille de se détacher des outils SEO. Parce qu'en fait, eux, ils n'auront pas l'intention de recherche. Et toi, tu l'auras parce que c'est ce que tu vis tous les jours. Si c'est vraiment ta passion, si tu es pratiquant, tu sais ce que tes utilisateurs ont besoin et ce qu'ils recherchent au final. Si tu regardes un peu sur les groupes Facebook, si tu
Si tu fais des événements physiques, si tu es vraiment au contact de ta communauté, tu vois, via notre Discord privé, ben, on sait vraiment les besoins au final de notre audience. Donc, je me détache de plus en plus de ces outils SEO et je me focus vraiment sur les besoins de mes utilisateurs. Ouais, puis en plus, des fois, quand tu te focalises sur les outils SEO, tu loupes un truc hyper important que peut-être que personne n'a fait avant toi ce que tu vas faire. Je m'explique. Des fois, tu prends un mot-clé, disons, tu tapes box beauté. Tu vas regarder que dans les résultats de recherche, disons que les 10 résultats, c'est du e-commerce. Un consultant SEO classique, il va te dire, écoute, si les 10 résultats, c'est du e-commerce, si tu fais pas du e-commerce, t'es mort. Peut-être que personne n'a fait le bon contenu édito qui rentre. Donc derrière, si tu fais une page parfaite qui explique les box beauté, quels sont les meilleurs, comment les choisir, bah souvent, en fait, tu vas ranker parmi ces résultats e-commerce et il suffit de faire le bon contenu plutôt que de uniquement s'inspirer sur ce qui existe déjà. Je suis assez d'accord avec toi et tu as pris un exemple qui a été très représentatif dans mathématiques où on écrivait des guides et jusqu'ici, dans les résultats de recherche, c'était beaucoup de sites e-commerce avec leurs pages catégories qui remontaient. Et grâce à ça, j'ai eu des positions où je me suis retrouvé devant des décathlons ou devant des sites comme Alltricks qui sont vraiment le leader dans le sport outdoor en ligne. Donc voilà, ça a un peu changé avec les dernières mises à jour de Google qui a quand même mis un peu plus en avant les sites e-commerce. Mais c'était quand même un bon moyen d'arriver sur la search et d'avec un contenu différent et qui répondait quand même à la demande utilisateur, quoi. Ouais, quand tu parles des changements récents, je pense que, enfin, il y a eu vraiment le avant et après fin 2023. Tu as eu la mise à jour que Google a appelée Helpful Content Update, mais ça aurait plutôt dû être e-commerce Content Update parce que du jour au lendemain, en fait, tous les résultats existants se sont mis à baisser et tous les sites e-commerce se sont mis à monter dans les résultats de recherche. Donc ouais, ça a été hyper difficile pour les sites éditos et moi j'ai parlé avec plein d'éditeurs qui se sont fait complètement décimer. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand je regarde tes stats sur ton site, je trouve qu'elles sont différentes de la plupart des sites éditos que j'ai vus, dans le sens où, clairement, fin 2023, ton site, il a pris cher. Mais par la suite, 2024, tu as repris et maintenant, tu es au-dessus de là où tu étais parti fin 2023. Donc, tu fais partie des sites qui ont vraiment complètement repris leur trafic et qui ont même augmenté par rapport à cette mise à jour. Et en fait, j'ai vu assez peu le cas. Et je pense que c'est peut-être parce que ton site est vraiment autoritaire et 100% centré sur un sujet sur lequel tu fais référence que tu as réussi à plutôt bien passer à travers cette mise à jour. Je pense qu'il y a un peu de ça. Il y a aussi deux autres points. Je pense qu'il y a, donc comme tu l'as dit, la mise à jour est arrivée fin 2023. Et du coup, c'est compliqué de voir ce qui est l'impact de la mise à jour vs la saisonnalité, qui du coup est arrivée pile poil dans une période très très creuse pour le gravel. Puisque globalement, à partir d'octobre, les gens ils rangent leur vélo jusqu'en février, tu vois. Donc je m'attendais déjà en fait à une chute naturelle de trafic à ces moments-là, qui s'est encore un peu répercutée cette année. Et après, en effet, ça a repris en 2024. On a repris de belles positions et il y a encore eu une demande, je pense, on est encore dans une année de croissance pour le gravel. Donc le trafic lui aussi a été croissant là-dessus, quoi. Mais clairement, c'est aussi que suite à cette mise à jour, j'ai vraiment optimisé et j'ai un peu fait évoluer mes guides pour leur donner un aspect un peu plus e-commerce, pour le plaire un peu plus à Google et ça m'a permis de récupérer un petit peu des positions, pas comme avant, mais en tout cas de revenir un peu plus dans le jeu, quoi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que ça veut dire mettre à jour un article pour le rendre plus e-commerce quand tu es un éditeur? Alors nous déjà, bon, il y avait pas mal de choses. Dès le début, j'ai fait le parti pris d'avoir WooCommerce sur le site. Parce que on a un comparateur où on compare plus de 400 modèles de vélos. Et donc, ce qui me semblait à l'époque le plus simple pour réaliser ça, c'était d'utiliser WooCommerce pour vraiment avoir un peu cette fonction produit. Avec du recul, aujourd'hui, avec mon expérience sur WordPress qui a aussi grandi, je pense que je ne me prendrais pas autant la tête et je ferais plutôt des custom post types et des custom post field qui me permettraient d'avoir quelque chose encore plus à mon image. Parce que WooCommerce, c'est cool, mais c'est quand même lourd en tâche de fond. Donc, tu as cette lourdeur de WooCommerce qui n'est pas nécessaire quand ton site est juste de l'affiliation. Puisque toute la partie boutique, elle, est en sous-domaine sous Shopify. Nous, on n'utilise vraiment pas du tout WooCommerce comme on devrait utiliser WooCommerce. Du coup, on a toujours remonté avec nos fiches produits, parce qu'on a quand même des fiches produits optimisées pour chaque gravel. Donc ça a plutôt bien fonctionné. Et ces fiches produits étaient embed dans mes guides dédiés. C'est-à-dire, on parlait, je sais pas, des meilleures chaussures pour le gravel. Eh bien, moi, j'avais mes chaussures en base de données, qui étaient des produits WooCommerce, et donc, il suffisait de remonter. J'ai jamais mis de bloc d'affiliation comme on voit sur 99% des sites sur Gravel Passion. C'est toujours des blocs faits à la main, et en fait, c'est juste mon produit qui remonte. Ce qui est hyper quali, puisque ça fait du lien interne. Google comprend que tu pars du guide pour arriver derrière à la fiche produit.
Et derrière, au lieu d'acheter directement sur le site, bon, tu es redirigé vers le site e-commerce. Donc ça a bien fonctionné. Et quand je dis après la mise à jour, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai optimisé, juste un truc tout bête, mais j'ai optimisé les catégories produits sur mon site. N'étaient pas les guides jusqu'ici, qui n'étaient même pas ouvertes. Les catégories produits n'étaient pas ouvertes au référencement, puisque jusqu'ici, c'était le guide qui servait entre guillemets de catégorie. Donc j'ai ouvert ces catégories que rediriger, donc pas avec une croissance, mais que j'ai redirigé dans le contenu vers le guide pour montrer à Google que là, on a notre catégorie produit, comme un site e-commerce, mais derrière, on a vraiment notre guide dédié à la discipline et à ce sujet-là qui existe aussi, quoi. Et ça, j'ai l'impression que ça m'a permis de reprendre des positions. Ouais, ok. J'ai vu aussi sur ton site que tu l'as mis sur Google News. T'avoue que j'étais un peu étonné dans le sens où j'ai toujours entendu que il y a une dizaine d'années, c'était relativement évident d'être positionné sur Google News et qu'aujourd'hui, c'était des processus de sélection qui étaient beaucoup plus compliqués. Mes questions, c'est déjà comment tu as fait pour qu'un site de niche se retrouve sur Google News et en parallèle de ça, est-ce que ça t'apporte du trafic et des visiteurs? Alors, écoute, l'ajout sur Google News a été relativement simple. Ouais. Pourtant, c'était un domaine, donc le domaine n'existait pas avant, hein, c'est vraiment un domaine qui, du coup, qui a 4 ans aujourd'hui. J'ai suivi les guidelines Google pour faire l'ajout et ça a été relativement rapide à être validé. Je pense parce qu'on était très niché sur une thématique aussi et il n'y avait pas de raison que ça soit du mauvais contenu derrière, etc. Ce qui me faisait un peu peur au début, c'était la fréquence. J'avais peur de ne pas publier assez pour que ça plaise et que ça soit validé pour du Google News. Et au final, si. Google News directement me rapporte quasiment zéro de trafic. C'est très très faible. Par contre, ça m'a permis de débloquer l'accès à Discover. Ouais. Parce que Discover, donc pour résumer, c'est les liens qui sont présents sur le feed de découverte de Google Chrome quand tu ouvres un nouvel onglet, mais également sur Android quand tu swipes vers la gauche. Et donc, tu as un feed d'actu. Exactement. C'est pas nécessaire d'être sur Google News pour paraître sur Google Discover. Moi, d'ailleurs, ça m'est arrivé pas mal de fois d'apparaître sur Discover sans être sur Google News. Mais il me semble que c'est un gros boost, c'est ça, d'avoir un compte Google Ouais, je News pense que ça m'a aidé. Ouais. dessus. En tout cas, j'ai vu la relation puisque rapidement après, j'ai pu apparaître sur Google Discover, ce qui n'avait pas été le cas auparavant. Ok. Et Google Discover, c'est une part importante de trafic aujourd'hui? Ça pourrait être une part importante, mais que j'optimise pas assez pour deux raisons. C'est que ça demande à rédiger quand même beaucoup de contenu. Donc ça, c'est ce qu'on fait pas. Et voilà, globalement, pourquoi. Donc quand on peut genre de Google Discover, ça marche fort. Sauf que du coup, ça se rééteint assez rapidement puisque derrière, on lui donne pas assez à manger. Globalement, pareil, hein, Google Discover, il existe des listings Black Hat pour les 40 astuces pour vraiment optimiser ton site sur Google Ouais, je vais Discover. dire, en plus, il faut faire des titres qui sont ultra putaclic. Et ça, je pense que c'est indispensable quand tu es vraiment dans des thématiques, soit du contenu très généraliste, très people, très média. Moi, dans ma thématique, Google, ce qu'il veut, c'est juste du contenu hyper quali. Et que tu remontes, donc tu peux remonter avec un test produit, tu peux même remonter avec un guide, hein, donc vraiment avec un contenu froid, tu peux remonter en Discover. Ce qui va bien marcher, c'est de lui emmener une grosse source de trafic avant, quoi. Donc typiquement, en fait, moi, quelque chose qui marche bien, c'est je push l'article à ma communauté via la newsletter. Ça envoie 700, 800 clics en quelques minutes. Et derrière, quelques heures après, j'arrive dans Discover. Et du coup, tu utilises un outil toujours parce que tu disais que tu voulais pas être dépendant d'outils SEO parce que tu préfères mieux travailler de manière naturelle ton SEO. Est-ce que tu as toujours des outils que tu utilises pour améliorer ton SEO? Oui, une fois par mois, je me connecte sur Ahref. C'est plus pour checker mes positions. Et encore, franchement, je pourrais le Une faire fois avec. par mois, ça fait cher l'abonnement. Hein, Ouais, parce qu'on le prend, Oui. il est mutualisé, donc ça va, mais oui, globalement, sinon, ça ferait cher. Et globalement, on a tellement couvert tout le spectre de mots-clés qu'aujourd'hui, il me sert plus, en tout cas pour le moment, pour découvrir des mots-clés parce que ça reste une petite niche. Donc, tu as rapidement aussi fait le tour des contenus. C'est plutôt pour optimiser que si on a perdu des positions ou pour aller chercher de meilleures positions que voilà, voir le reste. Parce que tu regardes le trafic sur Ahref, c'est complètement erroné, hein, comme sur tous les outils SEO. Alors, je sais pas si c'est le cas dans toutes les niches, mais je vois par exemple dans la mienne, ça sous-estime, faut quasiment faire un multiple entre 3 et 4 pour vraiment avoir ton trafic SEO correct à la fin du mois, quoi. Donc, tu peux même pas trop faire une veille intéressante avec. Ça reste un outil, les SEO les affectionnent parce qu'ils ont 10 sites, 15 sites et peut-être dans des milieux où ils n'ont pas trop le choix. Je pourrais clairement m'en passer aujourd'hui, quoi. Et la Search Console te donne déjà tellement de bons indicateurs qu'au final, ce serait déjà une bonne base de travail avec la Search Console. Ahrefs, c'est vraiment un outil que j'affectionne beaucoup. Je pense que j'utilise beaucoup pour faire de la keyword research. Tu vois, pour simplement taper un mot-clé et en un coup d'œil savoir quel est le volume de recherche sur ce mot-clé,
quels sont les sites qui se positionnent. Un truc dont je me sers beaucoup dans Ahref, qui est clé pour moi, c'est pouvoir entrer n'importe quel site et voir quels sont ses mots-clés, quels sont ses top pages. Ça, c'est un truc, Pour les top pages, ouais, c'est intéressant. sans ça, je suis complètement aveugle sur la concurrence, tu vois. Ouais, bien sûr. Et aujourd'hui, dès que je parle avec un média, la première chose que je fais, c'est je le rentre dans Ahref et je regarde quelles sont ses pages qui rankent, quelles sont ses thématiques, quels sont ses mots-clés. Et en un coup d'œil, en fait, tu as une bonne vision du business du site en question. Mais tu vois, moi, j'ai une grosse différence quand même entre ce que Ahref va me sortir pour mon propre média et quand je vais filtrer sur mon outil d'analytics avec juste source SEO. Et sur les top articles, par exemple, il y aura des différences assez notables, tu vois. Bon, je pense que c'est un bon indicateur, surtout pour un peu de la veille, mais il faut pas non plus. Pour ton propre média, c'est pas indispensable, je pense. Sauf quand tu as une échelle sur des volumes beaucoup, beaucoup plus importants. Mais pareil, tu vois, nous, on est une thématique où le volume de recherche globale est intéressant. Mais en fait, c'est grâce à des petits volumes de mots-clés. Et du coup, tu suivrais l'outil, tu verrais qu'il va te dire que sur ce volume-là, il y a 50 de recherche mensuelle. Tu vas dire, bah, jamais j'écris un article pour 50. Et en fait, ça serait complètement se tromper et ça vaut le coup d'écrire l'article, tu vois. Donc, faut aussi bien mettre, faut tester tout. Google aussi, dans ses dernières recommandations, il y a beaucoup de recommandations qui sont liées aux liens d'affiliation, au fait d'être transparent avec ses visiteurs. J'ai vu que c'est un truc que tu fais et que j'ai pas vu beaucoup de sites faire, c'est d'être hyper transparent et clair sur les liens monétisés, le sponsoring. Tu vois, tu as même un hashtag sur certaines pages stop pub caché. Est-ce que tu le fais depuis le début ou est-ce que c'est quelque chose que tu as fait par la suite Ouais, on peut vraiment, ça on pourra pas me le reprocher, mais c'est quelque chose que j'ai fait dès le premier article sur le site. Donc ça avait juste à l'époque une autre forme, styliquement parlant, mais c'est ce que les templates ont changé depuis. Mais c'était exactement la même chose. Donc ça a toujours existé. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on nous a beaucoup copié, que ce soit des confrères, ou on nous a demandé aussi si on pouvait reprendre cette idée. Ça me paraissait important, parce que déjà pour être transparent avec le visiteur. Donc aujourd'hui, 4 ans après, ça peut vouloir tout et rien dire, parce que tu peux très bien le mettre et puis au final pas appliquer. Et tu vas me dire que c'est un contenu qui n'est pas sponsor et c'est sponsor. Mais en tout cas, à l'époque, je trouvais que c'était vraiment faire preuve de transparence et c'est quelque chose aussi qui a bien plu à l'utilisateur, peut-être à Google, mais en tout cas à l'utilisateur. Et en aucun cas, parce que tu mets qu'il y a des liens d'affiliation, ça viendra fausser le nombre de clics de liens d'affiliation. Et quand j'envoie un email à ma communauté, c'est pareil, dans chaque email, s'il est sponsorisé ou s'il y a des liens d'affiliation, c'est toujours mentionné. Et quand tu mets des liens, est-ce que tu suis également la recommandation de Google de mettre un rel sponsored ou nofollow ou est-ce que tu les laisses en naturel? Ils sont en nofollow. Et par contre, il n'y a pas l'attribut non sponsor, pas sur le player lien. En plus, en fait, mes liens sont cloqués, alors pas cloqués au sens SEO du terme, mais ils sont juste redirigés. Donc, c'est une URL interne qui redirige vers l'externe pour mon tracking et avoir un tracking indépendant de celui des plateformes d'affiliation. Donc voilà, j'ai l'attribut nofollow et principalement, c'est ça, quoi. Tous tes liens naturels, ils sont en follow et tous tes liens sponsorisés, ils sont en nofollow. Ouais, c'est ça. Et même, on fait beaucoup de liens externes vers d'autres médias. Et ça, je les laisse toujours en follow. En fait, je me dis que si je donne, je vais recevoir. Et au début, je me disais non, on va pas faire de cadeaux. Alors ça dépend, mais si tu fais un lien à un média que t'aimes pas ou autre, pourquoi pas. Mais globalement, tu vois, on a par exemple le calendrier des épreuves, parce que c'est un milieu, le vélo, il y a beaucoup d'épreuves qui sont organisées, hein, à l'instar de la marche à pied ou de la course à pied avec des compétitions et tout. Et donc nous, on a le calendrier. Et donc ce calendrier, je redirige à chaque fois vers le site. Et là, c'est toujours de la redirection en follow, sans aucune balise, vraiment propre. Et ça me dérange pas parce que je sais qu'en retour, alors déjà, l'organisateur, il a aucune notion de savoir si c'est un lien qui est follow ou no follow. Mais lui, en retour, il me fera naturellement un lien dans la plupart des cas. Et je pense que c'est bien aussi de montrer à Google que tu as un média sain et que tu as un peu de tout sur ton site. Et comme tu vois, bon, je suis pas contre les backlinks, loin de là, mais j'ai jamais eu de stratégie de backlink sur Gravel Passion. Pas jamais acheté de lien. Voilà, j'ai jamais acheté de lien et mon site ne sera jamais présent sur une plateforme de vente de liens. Ah oui, t'as jamais non plus fait de posts sponsorisés Ou alors en demande entrante. Et souvent, c'était même pas pour le lien. C'était vraiment plutôt parce que la marque voulait un article sur mon site. Ouais, dans ce cas, c'est ultra thématique, Voilà, c'est c'est ultra Gravel. thématique. Et en fait, des backlinks, du coup, on en a eu naturellement des gros parce que le site a grossi, parce que le site est devenu vraiment expert dans cette thématique. Et naturellement, il y a des liens qui se sont faits. En 2025, je vais peut-être me focus un peu plus là-dessus pour aller chercher facilement des liens et pas m'en priver. Mais je trouve que ouais,
Dans nos thématiques qui sont assez petites, la vente de liens, l'achat de liens n'est pas très judicieux, quoi. Surtout quand tu vois que c'est quand même beaucoup de bouillie. Je trouve pas énormément d'intérêt à ça, quoi. Et c'est marrant, en plus, donc, ton site, il est très B2C dans son trafic. Et en parallèle de ça, tu as décidé de quand même pas mal pousser ton approche B2B, à la fois via LinkedIn, sur lequel je pense que c'est assez rare, mais je pense que c'est ton réseau le plus populaire, LinkedIn. C'est celui sur lequel tu as le plus de followers, certainement. Donc, c'est original pour une activité B2C d'être très présent sur LinkedIn comme ça. Et en plus de ça, tu viens de lancer une newsletter B2B, donc dédiée au vélo, au gravel, mais pour une Au autre. vélo général business, ouais. Au vélo sportif business. Donc, c'est détaché de gravel passion. Mais pour revenir sur ton point qui est très, très intéressant, en fait, moi, je suis arrivé un peu comme un ovni dans le milieu parce que le vélo, c'est un milieu assez où tu vois, faut se faire petit à petit. C'est un milieu à l'ancienne, hein, qui est déjà pas du tout digitalisé, qui est très en retard là-dessus, hein. Le vélo, c'est des vélocistes en physique, mais encore énormément de boutiques. Donc, c'est un milieu où il faut quand même se faire sa place. Moi, je suis arrivé, j'avais beau faire du vélo depuis 10 ans, mais j'étais quand même inconnu dans le monde du vélo. Donc, j'ai pris la parole sur LinkedIn parce que de tous les réseaux sociaux, c'est là où aucun concurrent n'était présent en fait à titre personnel. Donc, il y avait aussi l'intérêt de construire une marque personnelle là-dessus. Et en quelques mois, j'ai réussi à... Ouais, alors ça reste une petite thématique, hein. Je crois que sur LinkedIn, j'ai un peu plus de 3000 personnes qui me suivent. Mais en tout cas, ça me permet d'avoir des bons retours sur chaque post. Et ça m'a surtout permis d'aller en contact direct avec les marques. Et donc, au début, quand tu n'es pas connu, les marques, elles veulent pas travailler avec toi. Tu as beau leur dire que tu vois 500 000 visiteurs uniques sur ton site et que ton site, il a qu'un an et demi. Bon, déjà, 500 000 visiteurs, c'est pas écrit en gros sur ton site, donc les marques, elles s'en fichent un petit peu. T'es pas trop fort sur Insta, TikTok, t'as pas 15 000 followers, donc les marques, elles sont pas trop intéressées. T'as beau leur dire que t'as 8 000 personnes dans ta newsletter, elles comprennent pas trop ce que c'est au final, tu vois, elles en font peut-être même pas. Et elles travaillent depuis 10 ans avec les mêmes médias. C'est-à-dire avec des gens qui étaient là les premiers en 2010-2012. Il y en a qui font très bien leur travail, qui sont excellents. T'en as d'autres qui sont un peu moins bons, mais au final, les marques, voilà, tu as deux, trois marques, deux, trois médias forts et elles continuent de travailler avec elles. Donc pour se faire sa place, c'était vraiment très, très compliqué et il fallait vraiment apporter ton expertise directe. Et LinkedIn, pour ça, était un bon moyen de le faire parce que ça m'a permis de mettre en avant mon expertise directement auprès des représentants des marques. Ouais, Et carrément. ça m'a ouvert du coup beaucoup d'opportunités pour Gravel Passion sur la partie sponsoring. J'ai eu beaucoup de demandes ententes grâce à LinkedIn. Je pense que c'est une stratégie que je recommande à tous ceux qui ont un site de niche sur une thématique, et c'est quelque chose que j'ai fait aussi sur mes sites dédiés aux box mensuelles, où nous, dans notre cas, on avait lancé un podcast sur lequel, donc mon site, c'est pareil, c'est B2C, donc les visiteurs, c'est des gens qui veulent acheter des box, mais en parallèle de ça, on avait lancé un podcast sur lequel on interrogeait, on avait des discussions avec des créateurs de box mensuelles. Et en fait, ça nous a permis déjà, nous, d'améliorer notre compréhension du côté business de ce milieu. Donc ça, c'était hyper intéressant. Chaque fois qu'on faisait un épisode, on apprenait plein de choses sur le milieu, sur le marché, côté business. Mais en plus de ça, ça nous donnait une autorité sur le secteur et ça nous permettait d'être en contact avec plein d'acteurs du milieu. Et ça, en fait, ça nous a permis de développer toute cette partie business parce que ça donnait de la visibilité auprès des pros du milieu sur nos sites. Donc c'est hyper intéressant comme stratégie. Je pense que clairement, au lieu de faire du cold mailing ou du contact entrant où on va te fermer beaucoup de portes, etc., apporter de la valeur via du contenu, que ce soit vidéo, audio ou écrit, c'est du travail, ça peut demander du temps, mais quand la machine sera enclenchée, ça sera magique, quoi. Ouais, d'ailleurs, j'ai vu sur ton LinkedIn que tu avais fait un petit buzz récemment Ah oui. sur un de tes posts. Je sais pas si c'est un good buzz ou un bad buzz. Tu peux nous raconter? En fait, il y a quelques semaines, il y a une loi qui est passée, je pense que tu parles de ce poste-là, qui interdit aux cyclistes d'avoir une lumière clignotante sur leur vélo. Globalement, le raccourci est ça, par faible luminosité ou par obscurité. Donc ça a un peu fait du bruit dans la communauté vélo parce que tu as ceux qui, comme moi, pratiquent énormément le vélo et qui ont remarqué que quand tu as une lumière clignotante, la vigilance des conducteurs est quand même différente et plus importante et toi, tu te sens plus en sécurité. Et donc ça fait du bruit. Donc ce post, il a explosé parce que par rapport à la taille de mon réseau, il a fait, je crois, 200 ou 300 000 impressions et je sais plus combien de centaines de commentaires, etc. Et ça a été assez marrant de voir parce qu'au début, il était montré à mon réseau, donc avec des gens qui étaient relativement en accord avec mon avis. Et par la suite, il a été montré à des gens qui n'étaient plus dans mon réseau, qui n'avaient plus trop de lien direct avec le vélo,
du coup des gens un petit peu lambda, donc on a commencé à avoir un peu tous les avis, ce qui était intéressant. Et c'est là que ça a permis vraiment d'étudier l'algorithme LinkedIn, parce qu'on a vu que ce post a été montré à tout type de personnes à la fin. Donc oui, ça a été un buzz qui n'a pas du tout été recherché ni voulu. Sur LinkedIn, j'ai pas de stratégie particulière de création de contenu. Au début, ma stratégie, c'était juste être régulier pour me mettre une petite pression à moi-même. Et par la suite, dès lors que c'est devenu automatique d'écrire et que en quelques minutes, j'arrive à rédiger un post, c'est plutôt de la rédaction à l'envie. Donc des fois, je vais être 15 jours sans rien écrire et des fois, je peux écrire 3 posts en 3 jours. Donc voilà, c'est comme ça que ce post est sorti. Il a bien marché. Après, comme beaucoup, sur LinkedIn, il faut bien détacher les vanity metrics, donc tout ce qui est like, commentaire, de ce que le post va vraiment t'apporter derrière. Et au final, moi, c'est plutôt des posts très nichés qui vont faire moins d'impressions, moins de likes, qui vont me rapporter plus de demandes entrantes que des posts à plus gros volume. Tu penses pas que ce post a apporté de la visibilité auprès de lead business ou autre J'ai eu quelques demandes entrantes à ce post, mais c'était pas proportionnel par rapport à l'engouement qu'il a pu provoquer, quoi. En fait, les gens qui étaient d'accord avec moi, c'était déjà des gens qui m'appréciaient, etc. Ceux qui n'étaient pas d'accord, je les reverrai plus. Ça n'a pas été, voilà. C'est un contenu qui a bien marché et sur tous les réseaux, hein. Il a bien marché sur LinkedIn, mais je l'ai aussi reposté sur d'autres réseaux. Il a bien marché partout. Après, ça vient conforter ta position dans le milieu, mais ça m'a pas ouvert particulièrement de nouvelles opportunités. Ok. Et en parallèle de ta présence sur LinkedIn, tu as décidé de faire une newsletter B2B. C'est vraiment récent, ça date de la semaine dernière. Exactement, ouais. En fait, elle a été lancée quand j'ai fait ce post qui a fait beaucoup de bruit. Derrière, j'ai récupéré les 300 ou 400 commentaires. J'ai demandé à ChatGPT de m'en faire une analyse détaillée pour prendre le pour, le contre, les arguments, les contre-arguments. Et derrière, j'ai rédigé un retour le plus objectif possible que j'ai posté sur ce nouveau site, donc lepignonlibre.fr, qui est vraiment dédié au vélo business. Et ça m'a permis déjà de voir si la mayonnaise prenait un petit peu. Tu vois, j'ai emmené un peu de gens vers ce nouveau média. Et du coup, officiellement, la semaine dernière, j'ai lancé la première édition de la newsletter, donc orienté vélo business, donc complètement détaché de Gravel Passion. L'idée derrière, c'est quoi? C'est que je fais une veille constante en fait dans le milieu du vélo parce que j'ai pas le choix quand même et ça me plaît. Donc cette veille, autant ne pas la garder essentiellement pour moi et la partager à d'autres. Donc il y a une partie veille de l'actualité dans la newsletter et derrière une partie un peu plus où je vais partager un outil coup de cœur et un petit peu aussi mon avancée sur mon média Gravel Passion. Du coup, c'est une newsletter, mais c'est aussi un média. En fait, c'est que j'ai pas fait le choix de prendre par exemple du Substrike ou du Believe comme beaucoup font quand ils rédigent une newsletter. Et du coup, tu as ta newsletter qui est après automatiquement publiée et donc accessible sans même être connectée de mémoire pour les anciennes éditions. Moi, c'est plutôt que chaque newsletter, genre faire un post sur le site derrière. Voilà, c'est tout. Je suis resté sur WordPress en termes de tech et je détache. Voilà, il y a la newsletter d'un côté et l'article de l'autre, mais c'est le même contenu, quoi. T'as pas des problèmes de délivrabilité quand tu utilises des solutions comme WordPress pour envoyer tes mails? C'est quoi qui envoie les mails au bout du compte? Ouais, non, c'est pas WordPress qui envoie les mails, c'est Brevo. Donc là, il faut chauffer un peu la nouvelle adresse. Mais globalement, je pense que ça sera plutôt bien accepté. Mon compte Brevo c'est là-dessus où j'ai Gravel Passion. Donc tout est envoyé depuis Brevo. Non, j'envoie pas avec WordPress. Mais en fait, d'ailleurs, je fais le lien avec l'article qui est copié sur WordPress, quoi. Parlons monétisation maintenant, qui est quand même le sujet clé quand tu as un média. C'est-à-dire que si tu as du trafic, que tu as un bon site, mais que tu ne sais pas le monétiser, tu vas pas très loin et tu te décourages rapidement. En début d'épisode, tu m'as dit quand même que tu faisais des chiffres plutôt sympas en seulement 3 ans. Et j'imagine que c'est pas la boutique qui génère une grosse partie de ce revenu. Donc c'est quoi, si tu devais classer déjà dans l'ordre tes plus grosses sources de revenus, c'est quoi ta numéro 1? La numéro 1, c'est l'affiliation, clairement. Pour être transparent, c'est environ 60%. Derrière, on va avoir tout ce qui va être relation avec les marques. Donc, on pourra y revenir, mais ça peut prendre plusieurs formes sur Gravel Passion. Globalement, ça, c'est entre 20 et 30%. Et après, la partie infoprenariat, vente de plans d'entraînement, etc., ça, c'est entre 10 et 15. Puis après, il reste les miettes, quoi. Tu peux préciser la deuxième, donner plus de précision sur... Ouais. Alors, en fait, donc il y a l'affiliation, très classique. Nous, il n'y a pas de display sur Gravel Passion. Donc, il n'y a pas de régie publicitaire pour 3 raisons. La première, c'est que j'aime pas l'UX que ça provoque sur un site. Quand tu veux que ton site soit beau, je trouve que ça vient quand même gâcher l'expérience utilisateur. Deuxième raison, c'est que ça viendrait clairement cannibaliser mes autres sources de revenus et notamment l'affiliation. Je suis prêt à parier que si demain il y a de la pub, j'aurai moins de gains en affiliation. Et troisièmement, c'est que je sais les résultats que génèrent mes confrères avec du display. Et globalement, par rapport au volume qu'ils font, j'ai des confrères dans la thématique du vélo qui font des volumes plus importants que le mien. Pour générer 2 ou 3 000 euros par mois, ça ne m'intéresse pas trop, tu vois, par rapport à tous les autres inconvénients cités plus haut.
Donc, il n'y aura pas de display via des régies publicitaires sur Gravel Passion. Tu peux des fois avoir un pop-up parce que tu l'as négocié avec la marque et je viens de l'implémenter moi-même, une bannière parce que je l'ai négocié avec une marque, mais c'est fait à la main, c'est très localisé sur certaines pages du site et c'est pas ce que j'essaye de vendre en premier. Et donc après, aux marques, je vends quoi? Je vends différentes solutions. Donc je vais vendre des abonnements pour avoir leurs produits référencés sur ma partie entre guillemets marketplace, quoi, ma partie comparateur. Je vais avoir de la sponsorisation un peu plus classique, donc un email sponsorisé, un article sponsorisé. Et voilà, globalement, et plus récemment, tout ce qui est avec l'outil Linkaway. Donc les marques avec qui j'arrivais pas à faire d'affiliation parce qu'il n'y avait pas la partie technique qui était mise en place, bien plutôt leur proposer une campagne à la performance avec un peu d'article. Ouais, ça fait Linkaway, donc pour préciser à ceux qui nous écoutent, c'est un outil qu'on a lancé qui permet aux éditeurs qui sont contactés par des annonceurs qui n'ont pas de programme d'affiliation, qui leur permet de proposer une campagne au coup par clic hyper facilement. Et donc, tu définis tes conditions, tu définis ton CPC, l'annonceur valide, et à partir de là, tu peux mettre en place des liens traqués sur ton site, et notre solution va automatiquement traquer, puis facturer, puis débiter les montants dus. Donc, tout est automatisé, et ça te permet finalement de travailler avec des marques que tu référencies sur sur ton site de manière gratuite pendant longtemps, et donc déjà de leur proposer plus de visibilité, parce que quand tu références quelqu'un gratuitement, bah, ça te pousse pas forcément à faire des efforts pour le rendre visible. Donc, c'est aussi à l'avantage de la marque qui, elle, proposait pas jusqu'à aujourd'hui de programme d'affiliation. Tu peux lui proposer un deal au clic facilement et en même temps lui proposer une visibilité supplémentaire. Voilà, et ça évite aussi de tous les partenariats du type un peu en asymétrie d'information où tu faisais de l'affiliation avec la marque via un code promo, mais toi, tu n'avais aucun retour sur les chiffres, hormis ce que la marque te disait, tu n'avais pas un tiers de confiance entre les deux. Donc ça vient résoudre un petit peu ce point-là aussi, donc c'est intéressant. Sur l'affiliation, quand tu es un média de niche, encore que toi, tu as quand même la particularité d'être sur une thématique de niche et malgré tout, les vélos, tu vas les retrouver en vente sur beaucoup de grosses boutiques sur lesquelles tu vas pouvoir faire de l'affiliation. Mais j'imagine que tu as quand même cette problématique du fait que tu as beaucoup d'acteurs qui te contactent et qui n'ont pas forcément en fait de programme qui te permet de te rémunérer. Donc c'est quoi en fait, qu'est-ce qui te permet aujourd'hui de gagner de l'argent via l'affiliation? Quel programme, quelle plateforme? Ouais, alors globalement, au final, il va y avoir peu d'acteurs qui seront vraiment solides d'un point de vue affiliation. Après, on n'est pas dans du service, on reste dans du produit. Donc, on est sur des taux de commission relativement très faibles, franchement entre 3 et 10%. Donc, je pense que ça peut faire sourire beaucoup de SEO parce que c'est vraiment très, 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 très faible. Et c'est même un peu frustrant. Et donc, après, ça reste, comme je te disais, les gros acteurs. Il va y avoir du Decathlon, du Alltrix, du Intersport, selon après où tu souhaites, quel produit tu souhaites promouvoir et mettre en avant. Globalement, voilà. Donc, derrière, il y a quelques régies. Ça demande un peu de travail là-dessus de maintenance avec les différentes régies. Mais globalement, c'est ça. C'est un peu aussi la loi des 20-80 quasiment. Tu vas avoir 2-3 acteurs qui vont surperformer par rapport aux autres. C'est un milieu en plus où les marges, en fait, il y a déjà beaucoup d'intermédiaires. Et donc, l'éditeur passe un peu en dernier. Donc, les taux de commission sont quand même relativement faibles. Et il faut faire un sacré volume pour que ça soit intéressant. Et je pense que c'est pour ça que sur Gravel Passion, là, cette année, ça représentait 60% du CA. Je pense qu'en volume, je peux encore aller chercher encore quelques points, mais ça sera aussi relativement vite scapé. Bon, ça pourra pas aller plus loin, quoi. Parce que la partie sur le site sera déjà optimisée de fou en termes de pourcentage de clics. Et à un moment, on pourra pas aller plus haut. On a déjà des beaux chiffres là-dessus. Derrière, soit augmenter énormément ton trafic, soit faut changer de source parce que tu pourras pas grandir plus, quoi. Ça, j'en ai conscience et c'est les limites un petit peu aujourd'hui, je pense. Sur ta partie annuaire, j'ai vu que tu avais une partie annuaire pour différents domaines. Rappelle-moi, quels sont les différents domaines que tu présentes sous forme d'annuaire? Ouais. Alors, il va y avoir le premier qui va être toutes les épreuves vélo. Donc là, ça, faut bien comprendre que qui c'est qui organise les épreuves vélo? Dans 80% des cas, c'est des associations, des clubs, donc des bénévoles, donc pas d'argent. Pourquoi je l'ai quand même fait? Je l'ai fait pour deux raisons. Parce que ça m'emmène du trafic, que derrière, j'essaye de reconvertir notamment, alors pas avec de l'affiliation, mais avec la vente de plans d'entraînement. C'est quand même très corrélé. Tu vas t'entraîner pour une épreuve. Ouais, Donc puis c'est un service aussi, ça te permet de voilà. remplir ta mission de laisser. Exactement, de plateforme complète. Et c'est vraiment été l'objectif premier, avant l'objectif pécunier, qui reste quand même la finalité, mais il faut quand même penser aussi à tes utilisateurs et à leur offrir des services qui vont vraiment les intéresser et les servir. Et la deuxième raison, c'est que ça m'a permis de faire connaître auprès de ces organisateurs-là, donc d'avoir d'un point de vue SEO des backlinks, puisque derrière ils vont te mettre un lien sur leur site, mais aussi d'être proche de ton audience,
de ton audience un peu plus B2B, quoi, de l'audience vraiment organisateur, donc ce qui est intéressant. Derrière, ça permet aussi de faire rapidement le lien entre le digital et le physique, parce que tu invites constamment sur des épreuves, ils t'invitent, ils te donnent un dossard, etc. Donc ça permet quand même de faire un lien, c'est intéressant quand tu es passionné. Par contre, c'est pas monétisable, parce qu'on l'a essayé, au début, il y avait différentes formules, donc tu pouvais soumettre ton événement, c'était gratuit, mais si tu voulais par exemple avoir le lien vers ton site, il fallait payer, tu vois, il y avait différentes formules. Clairement, ça marchait pas, c'était pas tenable sur le long terme. Donc là, la seule chose qui marche, c'est avec je t'ai dit qu'il y avait 80% des organisateurs d'épreuves, c'était bénévoles, club. Les 20% restants, ça va être des organisations privées. Bon, bah, eux, ils vont mettre un petit budget en marketing. Donc, on va essayer de prendre une part de ce budget-là pour promouvoir leur épreuve en plus via nos newsletters, via nos réseaux sociaux. Mais ça reste quand même assez anecdotique à la fin de l'année. L'autre annuaire, c'est la partie des magasins de vélo. Donc là, pareil, c'est un service supplémentaire qu'on proposait à notre utilisateur, puisque l'utilisateur, il faisait quoi? Il recherchait son premier vélo, donc il allait sur notre comparateur. Il trouvait un vélo qui lui plaisait, soit il l'achetait en ligne, et là, il y avait notre lien d'affiliation. Mais le vélo, c'est quand même, j'ai pas les stats exacts, mais je pense que 95% des ventes ne se font pas en ligne. 95% des ventes se font encore en boutique. Donc là, la solution qu'on pouvait proposer, on ne gagnait pas d'argent, mais qu'on pouvait quand même proposer à notre utilisateur, c'est retrouver ce vélo dans tel magasin qui revend telle marque. Et la manière de faire ça, c'était de faire un annuaire des magasins de vélo, qu'on a aussi essayé de rendre payant au début avec un abonnement. Mais clairement, on est dans un milieu qui n'est pas du tout digitalisé, qui sont à des années-lumière de ça, et ça n'a pas fonctionné. Donc aujourd'hui, maintenant qu'on a 150 ou 200 magasins de référencés, on propose juste un paiement unique. Je crois que c'est 29 € qu'on a mis pour avoir ta fiche. Tu payes 29 € une fois et c'est tout. Et c'est juste dans le sens où c'est des gens qu'on ne peut pas faire payer. Contre prendre 0 ou 29 €, bon, bah, autant prendre 29 € une fois et voilà. Après, peut-être que sur cette partie boutique, tu peux aussi dire, tu as l'offre à 29 €, mais tu peux proposer à certains, en plus de ça, on peut être rémunéré à la performance et vous avez une position star sur cet annuaire. Ça, je pense que je vais y venir. Mais en fait, ce qu'on remarque vraiment, c'est vraiment des gens qui sont vraiment, vraiment pas du tout digitalisés, quoi. C'est assez effrayant à voir, mais c'est un milieu. Les marchands de vélo commencent à avoir leur site web. Ouais, donc en plus, vu qu'ils vendent pas en ligne, ils peuvent pas forcément Oui, cocher le trafic que tu leur envoies. exactement, exactement. C'est très, très compliqué pour l'instant. La seule chose qui peut me faire un peu changer là-dessus, c'est de me rapprocher. Alors, comme dans tout milieu, les magasins de vélo se sont fait un peu racheter, franchisés. Tu vas avoir des franchises, du Mondo Vélo, du Cyclab, tu vois, quelques grosses marques comme ça qui vont avoir un réseau de magasins. Et ça pourra plutôt être intéressant de pénétrer au niveau du réseau que d'essayer de pénétrer magasin après par magasin. Et j'imagine que le livre, pareil, c'est relativement anecdotique comme revenu. Oui, c'est relativement anecdotique. Alors, l'avantage, entre guillemets, par contre, d'avoir fait un livre en auto-édition broché, c'est que tu touches quand même 50% du prix du livre, contrairement à si j'étais avec un éditeur classique. Pour un volume qui, je pense, par rapport à nos... Quand t'es pas trop mauvais en marketing et si t'as déjà une bonne communauté, au final, qui est pas ridicule. Donc oui, ça reste anecdotique, mais c'est intéressant aussi parce que c'est vraiment quelque chose de physique que tu mets dans la main de quelqu'un. Et là, pareil, l'objectif, c'est, tu vois, je parlais des organisateurs. Bon, les organisateurs, ils vont offrir des goodies à leurs participants. Tu vois, quand tu fais une course à pied, tu as toujours un petit goodies. Donc, mon objectif, c'est de leur proposer aussi mon livre à prix coûtant et de l'offrir comme goodies. Et là, si tu arrives à offrir 400-500 livres par épreuve, bon, tu fais aussi un taux d'impression qui est intéressant. Ouais, c'est encore de la visibilité. C'est du sponsoring finalement, mais qui te concerne. C'est ça. Je sais pas si tu te rappelles, mais il y avait Tugan Barra qui avait fait ça à l'époque. Il avait fait un petit livre qui vendait juste les prix d'impression Non, je sais pas suivi, non. que tu pouvais acheter. Et c'était une manière, en fait, au lieu de s'inscrire à sa newsletter, t'achetais son livre et c'était une manière de rentrer dans l'univers Tugan Barra, quoi, à l'époque. Bon, après, il faut être sur une thématique passion pour faire ça. Parce que Ouais, ouais, ouais. si je fais un livre sur les box mensuelles, il va pas y avoir beaucoup d'audience, je pense. Ouais, ouais, faut être sur un livre passion, ouais, sur une thématique passion. Ok. Écoute, pour terminer, je voudrais qu'on s'attarde rapidement sur la tech. Là, tu as fait le choix, comme la grande majorité des médias, de lancer ton site sur WordPress. On a quelques exemples de sites qui font différemment. Quand je vais sur Mac Génération, par exemple, c'est sur Drupal. Ok, Je suis tombé sur un site, je bosse dans la distribution, où le mec a fait son site sur Ghost. ok, Et en fait, l'actualité de WordPress, on va en parler après, mais elle est un peu mouvementé. mouvementée en ce moment. Moi, ça m'a poussé en fait à m'intéresser aux alternatives. Quand tu as lancé ton site, est-ce que tu t'es posé la question, OK, qu'est-ce qui existe, ou tu t'es dit WordPress, c'est la En fait, réforme? quand j'ai lancé mon site, c'est que j'avais déjà 7-8 ans d'expérience sur WordPress derrière moi. Donc ça a été plutôt un choix de raison qu'un choix de comparaison.
Et à l'époque, en 2021, des alternatives existaient déjà, mais dans la partie média, c'est ce qui se faisait quand même à petite échelle pour des petits éditeurs, c'est ce qui restait le plus simple, entre guillemets. Et j'aime bien WordPress pour sa partie, tu peux tout faire en fait. Si tu bidouilles un peu, même moi je suis en full no-code, hein, je suis un très mauvais codeur, j'ai quasiment aucune notion là-dedans. Et même en étant full no-code, tu peux avoir une solution quasiment propriétaire en étant dépendant de très 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 peu d'outils et qui reste à ton image si tu es un peu bidouilleur. Et ça, j'ai pas l'impression que je puisse le retrouver avec beaucoup d'autres plateformes à côté, quoi. Ok, sur la partie tech, tu as tout fait de A à Z sur ton site? J'ai tout fait de la dette. J'ai pas de. En fait, j'ai un thème vierge, Elementor plugué dessus, et j'ai tout fait à la main. On verra comment tu peux, en no-code, arriver à Bah, franchement, il va y avoir 4 lignes de CSS à un endroit, mais c'est tout, quoi. En plus de ce que Elementor est vraiment, si tu le prends en main avec Elementor Pro, c'est du temps au début. J'ai fait mes armes sur d'autres sites, mais après, tu as vraiment quelque chose à ton image où tu n'es pas dépendant d'un autre thème. Alors, tu es dépendant d'Elementor, bien sûr, mais tu n'es pas dépendant de thèmes SEO dont la plupart des SEO utilisent. Et j'utilise que ça aujourd'hui. Tu vois, demain, j'ai pas un plugin spécial pour faire un pop-up, j'ai pas un plugin pour gérer mes headers. C'est Elementor. Et du coup, tu as ajouté par-dessus WooCommerce, donc qui est Oui. l'extension e-commerce de WordPress. Ça, du coup, ça t'a servi à quoi? Puisque ta boutique à côté, tu m'as dit qu'elle était sur Shopify. Cette partie WooCommerce, c'est vraiment pour faire les fiches de vélo. Ouais, c'était vraiment pour faire les fiches produits. Et comme je t'ai dit, si demain je devais recommencer un projet, je ne reprendrais même pas WooCommerce. Maintenant que je maîtrise encore mieux WordPress, je ferais vraiment du custom post type. Donc tu crées toi-même ton type de post, que tu peux appeler produit si tu veux. Et ça t'évitera d'être dépendant d'un plugin lourd comme WooCommerce. Ouais, c'est ce qu'on a fait sur toutes-les-box.fr. On est sur ACF, donc avec des custom post type. Et en effet, ça permet d'avoir un truc qui est assez light et surtout ultra sur mesure. Et tu vois, je l'ai fait après pour la partie calendrier, je l'ai fait pour la partie vélociste, ma marchande de vélo. Donc pour tous mes autres types de posts, je l'ai fait. Mais à l'époque, le comparateur est arrivé dès la création du site. Donc je m'étais pas posé trop de questions et j'avais fait du WooCommerce direct. Et en termes d'extension sur WordPress, c'est quoi les indispensables pour toi? Et globalement, bon, Yoast, ça reste un classique juste pour juste avoir un slug propre et des backtitle propres. Mais bon, on pourrait presque s'en passer. Et globalement, c'est tout. J'ai une extension de sécurité, bien sûr, ça reste quand même indispensable. Et après, alors après, tu montes vite, hein, tu vois. Je crois qu'on a quand même une vingtaine d'extensions actives parce que ça monte vite. Elementor, c'est déjà deux, hein, Elementor et Elementor Pro, ça fait deux. Tu vois, tu montes vite. Mais globalement, mon site pourra quasiment tourner avec que ça, quoi. Tu vois, je vais en avoir une qui va gérer la partie calendrier pour la map. Et pour pouvoir ne pas avoir qu'un seul point sur la map, là, tu fais appel à une extension qui permet de générer la map, quoi. Ah oui, parce que dans ta partie calendrier, tu les places aussi sur une carte. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment un listing avec un filtre de recherche en fonction de la date, du lieu et du coup de la carte en dessous, quoi. Et du type d'épreuve. Et j'ai vu aussi que tu étais pas mal porté sur l'optimisation. Qu'est-ce que tu utilises comme outil en parallèle pour optimiser ton business au quotidien? Ouais, pour optimiser au quotidien. Alors attends, je vais te faire une petite liste. Ouais. En gros, ça reste des outils que tout le monde va connaître, mais que je vais optimiser au max. Je travaille beaucoup avec Notion. C'est peut-être pas l'outil que je recommanderais aujourd'hui, mais c'est que pareil, Notion, je l'utilise depuis 2020. Et du coup, quand tu le prends au début, l'outil, bon, tu grandis avec lui. Ta courbe d'apprentissage aussi. Donc aujourd'hui, je pourrais plus m'en passer. Est-ce que ça serait l'outil absolument à avoir si tu débutes un peu dans le business? Je sais pas, parce qu'il est quand même très complexe, mais ça reste un super outil. J'utilise beaucoup Better Dictation. C'est pour tout dicter à la voix, les emails. Ok. Donc en plus, c'est un paiement unique. C'est pas un abonnement avec une licence. C'est en local sur ton ordinateur et c'est quand même derrière basé avec un modèle IA, mais tu n'as même pas besoin d'internet. La plupart de ces outils sont basés sur Whisper d'OpenAI, qui est un modèle que OpenAI donne gratuitement. Et c'est hyper efficace, quoi. Et franchement, il marche pas trop mal. Il marche mieux que l'outil natif de Mac. Tu n'es pas obligé d'être connecté à Internet. Tu peux le lancer depuis n'importe quelle fenêtre. En fait, hein, tu es dans Gmail, tu le lances. C'est juste avec un raccourci clavier. Donc, ça fonctionne plutôt bien. Pour rester sur la partie IA, depuis quelques semaines, j'utilise Plaude.ia. C'est pas pour leur faire de la pub, hein, mais c'est un petit pin comme ça là, Ouais. que tu peux soit mettre en bracelet, soit mettre autour du cou avec un pendentif. Et en fait, c'est un enregistreur vocal, comme ton téléphone sait faire. Sauf que, bon, déjà, il a 20 heures d'autonomie, donc c'est un peu mieux que d'ouvrir ton smartphone toutes les 30 secondes, etc. Tu appuies sur une touche, ça enregistre. Et derrière, ça envoie automatiquement selon le modèle IA que tu auras préfiguré, donc un résumé, un article, une liste de tâches. Et donc ça, c'est un temps de fou gagné parce qu'en fait, je rédige plus à l'écrit, mais je rédige tout à la voix, quoi. Ok. C'est marrant que tu utilises
un outil tierce plutôt que un software sur ton Mac ou ton téléphone pour faire ça. Ouais, mais tu vois, le téléphone, en fait, des fois, je vais parler, mais ça peut durer 20 minutes parce que. Donc, tu vois, tu n'as pas envie d'avoir toujours ton téléphone allumé. Derrière, il faudrait que tu copie-colles ta retranscription et utiliser, ou alors utiliser le service Samsung, etc. Mais tu vois, c'est un peu plus. Il y a plus de barrières, je trouve. Là, avec l'outil, c'est assez pratique. Bon, c'est un outil en plus, mais c'est assez pratique et. Le deuxième éditeur qui me parle de cet outil, je vais peut-être finir par tester. Ça coûte combien du coup? Et ça coûte Un abonnement, non? 100. Ouais, bah, tu as l'achat de l'outil de base. Je crois que c'est 160 €, un truc comme ça. Et après, tu as un abonnement pour avoir des fonctionnalités un peu supplémentaires. Donc, oui, ça repose sur un système d'abonnement. Ils sont malins. C'est pas indispensable. Mais quand tu es un peu tech, un peu gadget, oh, c'était le petit truc pour finir l'année, quoi, tu vois. Ouais, ok. Et franchement, non, j'aime bien, moi, tu vois, à vélo. Pareil, j'ai toujours des idées. En fait, quand tu fais du sport, c'est là que tu as le plus d'idées. Et à vélo, bon, bah, t'appuies en 30 secondes, t'enregistres. Tu vas pas sortir ton téléphone à vélo. Bon, voilà, t'appuies, ça enregistre. Et derrière, soit tu le gardes comme mémo vocal, ou en tout cas, tu t'en crées un modèle IA avec une liste de tâches, etc. Ouais, Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Après, j'utilise beaucoup Mackie. Donc, c'est un presse-papier sur Mac. Et je trouve ça indispensable d'avoir un presse-papier. gestionnaire de copier-coller, c'est la première chose que je conseille à tous les gens à qui je parle. Moi, je suis celui Exactement. d'Alfred qui est intégré Ouais, ouais. au logiciel Alfred. Et en fait, je ne sais pas comment je pourrais vivre sans un gestionnaire de copier-coller. Je ne sais pas comment les gens font en fait. Ouais. Je sais pas comment les gens font. Et je sais pas aussi comment les gens font pour utiliser, par exemple, le pad Apple et le clavier Apple, tu vois. Ils sont géniaux, mais quand tu as goûté, par exemple, à la suite Logitech où tu as 36 raccourcis, où tu vas avoir ta souris, où tu peux mettre plein de raccourcis aussi, bon, là, c'est un temps de foot gagné. J'utilise aussi le Stream Deck. Alors, pas du tout pour streamer ou pour YouTube, etc. J'ai juste configuré, par exemple, plein de raccourcis dessus aussi. Sur le Stream Deck, un peu ce que tu fais avec Alfred, mais je lui ai configuré beaucoup de raccourcis de texte, donc des emails types, des choses comme ça. Mais ça, je comprends pas pourquoi utiliser un Stream Deck, parce que j'ai vu pas mal de YouTubeurs qui utilisaient le Stream Deck pour pas mal d'actions. Mais en fait, je me dis pourquoi pas simplement des raccourcis clavier, quoi. Qu'est-ce que ça t'apporte en plus d'avoir des boutons dédiés? Alors, moi, à titre perso, c'est que je ne retiens pas les raccourcis clavier. Et là, du coup, c'est comme si j'avais des boutons en plus, comme une touch bar supplémentaire, quoi. C'est l'intérêt. Mais je pense que oui, quand tu as un Alfred, ça remplace assez aisément, quoi. Ouais, voilà, je peux utiliser un launcher comme Alfred ou Recast qui fait certainement des trucs similaires. Oui, oui, je pense que t'es pas loin d'avoir le même résultat, ouais. Ah, ok. Il y a ça. J'utilise mon Canva pour tout ce qui va être création graphique. Ça reste pour moi un super outil. T'as pas besoin de te prendre la tête avec la suite Adobe et c'est surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. Depuis peu, j'utilise InnoRaider. Donc, je suis passé de Feedly à InnoRaider. Donc, Ça y est, ouais, j'ai testé parce que mon abonnement Feedly finissait en février. J'ai fait, bon, allez, on va tester avant. ouais. Donc, c'est un gestionnaire de flux RSS, pour ceux qui ne connaissent pas. Comme Feedly, mais qui va un peu plus loin, je trouve. On peut notamment suivre les newsletters. Alors, on peut aussi dans Feedly, mais c'est pas mal aussi dans InnoRaider. On peut suivre nos abonnements YouTube. Donc, c'est pas mal pour ne plus avoir la dépendance à YouTube, je trouve, et les suggestions. Donc, ça, c'est pas mal. Bon, ChatGPT, classique. J'utilise Arc en navigateur. Vraiment game changer par rapport à Google Chrome. J'utilise Toggle pour traquer mon temps depuis des années. Ça veut dire que pour Toggle, tu te dis, OK, je mets 20 minutes là-dessus et tu te focalises sur 20 minutes sur un sujet, tu lances Non, son, je le prends pas en mode Pomodoro, je le prends vraiment en mode tracking, time tracking. Donc en fait, juste pour voir combien de temps j'ai passé sur telle tâche, et juste en fait pour me dire est-ce que j'ai été productif à la fin de la journée. Genre vraiment, je suis très statistique comme garçon et j'aime bien savoir, tiens, à la fin du mois, j'ai travaillé tant, à la fin de l'année, j'ai travaillé tant, j'ai gagné tant, donc ça me fait un taux horaire de temps. C'est juste pour ça en soi. Et après, pour tout ce qui est analytique, j'utilise Plausible sur mes sites. J'utilise plus Google Analytics depuis la version. j'ai vu une Play GA4, j'en peux plus. Donc je paye Plausible qui coûte un rein. Parce que du coup, vu qu'il est RGPD et que tu n'as pas de cookies tiers, etc. dessus, il est payant, il coûte un rein. Là, je suis rendu à 50 $, par mois. Donc je trouve ça vraiment Ah ouais, pour clairement les très choses cher. proposées gratuitement par Google, c'est vrai que ça fait un peu mal. C'est ça. Mais d'un côté, il est beaucoup plus UX, beaucoup plus intuitif. Et je pense que le temps qu'il me fait gagner en tracking pour mes gains d'affiliation, etc., je suis prêt à l'accepter. Donc voilà, globalement, les outils, il y avait un peu de tout, hein. Ah, paquet d'outils. Du coup, ni Alfred ni Recast. Non, ni Alfred ni Recast, Ah, c'est enfin, vrai. je fasse un petit pitch là-dessus parce que. Bah en Oh, là, fait, ouais, c'est vrai. C'est vrai, j'utilise pas ça. Ouais. En fait, j'ai tellement configuré. Quand j'ai une recherche web, Arc s'en sort plutôt bien. Rechercher dans des trucs, dans ton historique web, par exemple, Arc s'en sort plutôt bien. Pour tout ce qui va être fonction outils et tout, bah, j'ai tellement les raccourcis sur mes souris clavier et j'ai le Stream Deck à côté. Et pour le copier-coller, j'ai l'outil.
Qu'est-ce que tu utilises pour tes snippets? Enfin, est-ce que tu utilises un système de snippets déjà? Ce que tu dis snippet, c'est vraiment avoir des raccourcis. Avoir des raccourcis pour des mails tout faits ou des bouts de texte tout faits. Bah, j'utilise du coup le Stream Deck. Ouais, je vais avoir, par exemple, tu vois, tu as plein de touches, hein, il est débranché, mais il est vraiment configurable à souhait et tu peux faire 30, tu as plein de volets, quoi. Et donc, je vais avoir, par exemple, ici, je sais pas, le mail de bienvenue, je te dis n'importe quoi, bah, ça sera marqué bienvenue, tu appuies dessus, ici, il te rédige le mail, quoi. Classique, mais bon. Ah ouais. Moi, sur mon clavier, je fais juste B égale et c'est mon mail de bienvenue, tu vois. Ok. En fait, ouais, je te montre parce que je vois l'intérêt, mais moi, les snippets, j'en ai des centaines, en fait, tu vois. Ok. Et tu peux soit les chercher avec Recast ou Alfred, tu vois, via raccourci clavier, et tu les cherches en tapant, soit directement y associer des raccourcis clavier pour ceux que tu tapes tout le temps. Par exemple, moi, tu vois, si je tape MM égale, ça va écrire mon nom. Ok. Si je tape 06 égale, ça va écrire mon numéro de téléphone. Et en fait, je sais que ça peut paraître compliqué au début, tu te dis, je vais pas en retenir des centaines, mais tu les retiens parce que tu les crées au fur et à mesure. Tu vois, j'en crée un, je vais l'utiliser pendant des semaines, puis j'en crée un nouveau, je ne les ai pas tous créés en un jour. Et ce qui veut dire que, ouais, aujourd'hui, moi, des raccourcis clavier associés à des mails, je pense que j'en ai au moins 100 que je fais sans même ouvrir d'outil de recherche. Juste Ok. parce que ça fait des années que j'utilise les mêmes et tu vois, c'est vraiment une gymnastique mentale qui fait que tu réfléchis même plus au bout d'un moment. Mais je pense que c'est parce que j'ai pas encore assez optimisé ça et que j'en ai pas encore autant que toi, que pour l'instant, je me débrouille avec l'outil et que quand il va montrer ses limites, faudra passer sur quelque chose d'intégré à l'ordi, quoi. On se planifiera une formation, ça marche. C'est ça. Écoute, merci beaucoup. C'était vraiment Plaisir. hyper cool. Beaucoup d'infos. Petite question pour terminer. Est-ce que tu as un média que tu aimes bien consulter, que tu aimerais bien voir dans un podcast que tu recommanderais? Ah, c'était une bonne question. J'aurais dû la préparer en amont, celle-ci. Ah, je te l'ai pas donné celle-là. Ouais, tu me l'as pas donné. J'aime bien les gens un peu disruptifs, tu vois. J'aime bien, c'est dans la même thématique, les gars de Transition Vélo. Ok. Euh, qu'un autre podcast avait déjà reçu. C'est des gars, bon, c'est des anciens des numériques. Et du coup, ils sont tout de suite venus avec le regard business tout en conservant l'aspect qualitatif. Et ce qui fait que bah, ils ont aussi bien explosé en quelques mois, tout en ayant vraiment cette vision business, mais saine, je trouve. Donc, c'est des gens agréables à discuter et à écouter. Et, euh, et après, en média, au final, j'en lis pas tant que ça, hormis pour la veille. Donc, c'est pas, je les lis pas parce que je les lis vraiment pour le côté veille, tu vois. Il n'y a pas un média où je me dis waouh, hormis quelques médiathèques, en fait, où tout de suite l'UX est plus propre, etc. Mais franchement, sinon, dans le monde du vélo, c'est assez. Ouais, puis j'imagine que c'est aussi beaucoup de médias américains que tu lis, Ouais, il peut-être. y a quand même une veille sur des Ouais, médias et que tu anglo-saxons, vois, quoi. enfin, les gros, ils sont américains, quoi, The Ouais, Verge et compagnie. ouais, exactement. Bon, après, je suis plus YouTube, Ok, ça marche. Écoute, merci encore, Hugo. avec C'est plaisir. top, beaucoup d'infos. Et je retiens quelques tips, notamment le fait de rendre les catégories un peu plus orientées e-commerce pour optimiser son site. C'est quelque chose que j'avais pas forcément fait. Et c'est intéressant. Merci encore. Avec plaisir. Merci, Mickaël. Au revoir. Salut.